L'addiction au sexe est un très vaste sujet, aussi bien en termes de réflexion théorique que d'études de cas cliniques. C'est un sujet dont on peut s'emparer en le travaillant de multiples façons. On peut laisser notre réflexion traverser les stades de développement. On peut braquer les projecteurs sur chacune des structures analytiques, évoquer l'articulation entre les pulsions sexuelles et les pulsions de mort, considérer l'addiction au sexe en tant que défense, ou bien éclairer son lien avec le trauma, établir aussi une distinction entre l'addiction et la perversion, et bien sûr étudier cette addiction du point de vue masculin et du point de vue féminin. Alors je me dis que un travail d'une telle envergure a probablement déjà été réalisé. Je vais donc me contenter de vous proposer une première base de réflexion issue de mon expérience clinique, une courte synthèse qui donnera peut-être envie à certains de vous d'aller au-delà et de partager leurs idées, leurs expériences. Je voudrais aussi démontrer à travers cette séquence combien le travail thérapeutique avec un sujet souffrant de l'addiction au sexe ne peut pas se réduire à des recettes pavloviennes ni à quelques connaissances acquises dans un cours de sexologie. C'est toute la métapsychologie, toute la psychopathologie qui sont littéralement convoquées pour tenter de comprendre quelque chose à cette addiction et pour ensuite accompagner le sujet qui lui est soumis. Alors d'abord, un peu de latin, si vous permettez. Copuler vient du verbe latin copulare, qui signifie relier deux éléments séparés. Et on se dit que c'est probablement cette idée de liaison qui donne l'illusion de ne plus être seul lorsque l'on s'accouple. De là à émettre l'hypothèse qu'un sujet souffrant d'addiction au sexe n'aurait pas intégré la première séparation avec le premier objet, il n'y a qu'un pas. Bon, un pas que je ne franchirai pas aussi allègrement, même s'il semble très pertinent. Disons que l'hypothèse non seulement se tient, mais également qu'elle se vérifie dans la clinique. Elle se soutient d'ailleurs d'une hypothèse seconde. C'est celle qui nous fait observer que la grande majorité des sujets addicts au sexe le sont avec des partenaires multiples, des partenaires qui se succèdent et très rarement avec le même partenaire. Alors bien sûr, on pourrait y voir l'effet de l'usure du désir. Eh bien personnellement, je préfère y déceler quelque chose d'un donjuanisme contemporain qui voit le sujet quitter son partenaire avant que d'être abandonné par lui. Ce qui nous ramène à l'hypothèse première, à savoir l'insupportabilité de la séparation, la recherche d'une fusion qui ne tient pas, parce que évidemment, ça n'est jamais la bonne, il y a confusion sur la personne. Cette piste de réflexion à deux têtes que je viens de vous soumettre ne saurait toutefois être retenue à l'exclusion de tout autre. Parce que l'étymologie nous en apprend encore de belles à propos de l'addiction. En vieux français, l'addiction a pour sens contrainte par corps de celui qui ne peut pas s'acquitter de sa dette. Alors, avec une telle origine langagière, ça n'est plus une piste seconde qui s'ouvre devant nous, c'est une véritable autoroute. Dette, honte, culpabilité, punition, errance. Le voyage s'annonce ouvert en grand. Et puis l'addiction au sexe peut également nous faire encore penser à un comportement qui aurait pour objectif inconscient de vérifier encore et encore la réalité, la validité
de la différence des sexes, à savoir que cette différence serait sans cesse mise en doute, remise en question. Ou encore l'addiction serait la conséquence pour l'homme d'une vérification jamais satisfaisante, que l'organe mâle n'a pas été dévoré, ou bien pour la femme, que l'organe féminin trouve enfin son complément. Et puis, pour en terminer avec ces quelques hypothèses primaires, je voudrais vous bousculer un peu avec une réflexion susceptible de paraître incongrue, voire incorrecte. Je voudrais vous soumettre la possibilité de vous interroger sur la frontière entre, d'une part, une pathologie, source de souffrance, ne serait-ce que par sa caractéristique répétitive, et aussi parce que cette répétition ne parvient jamais à satisfaire le sujet, et d'autre part, une conduite qui serait choisie. Une conduite qui dépasse toutes les conventions, les normes et les règles morales et sociales. Autrement dit, une conduite subversive, qui pourrait être celle à laquelle parviendrait un analysant à l'issue d'une psychanalyse approfondie. Laquelle psychanalyse lui aurait révélé deux choses capitales. La première, c'est l'illusion qui le conduit à croire qu'il est libre de son choix, alors qu'il est l'objet passif de la contrainte de répétition. Donc, la conscience de cette illusion, conscience qui seule permet un choix éclairé, le choix de passer de la soumission à une répétition au choix volontaire de la répétition. Et puis la seconde chose que la psychanalyse aurait révélée au sujet, c'est que son comportement représente finalement pour lui le meilleur arrangement contre l'angoisse de castration, puisqu'il est question d'une confrontation répétée entre deux corps qui, dans l'accouplement, se sentent exister par la présence de l'autre, à l'intérieur pour l'un et autour pour l'autre. Je ne serais pas étonné de revenir un jour prochain sur le sujet, histoire de l'approfondir.